France Info. Cold Case, le combat des familles. Les spécialistes estiment que chaque année, en France, 1000 disparitions de majeurs ou de mineurs restent inexpliquées. Et derrière ce chiffre, une réalité, celle de leurs proches qui les cherchent en vain. C'est le cas de la famille Boudevillain, à Échirolles, près de Grenoble. Malik s'est volatilisé le dimanche 6 mai 2012. Il avait 32 ans et était juste parti faire un footing. Depuis, le combat de sa famille est sans limite. Un combat incarné par deux femmes, sa petite sœur Dalila et sa mère Badra. 3e épisode, la disparition de Malik Boudevillain quand une famille enquête. Un récit de Mathilde Lemaire. La police de Grenoble qui signale une disparition inquiétante. Malik Boudevillain n'a plus donné signe de vie depuis dimanche matin. Cet homme de 32 ans mesure 1,87 m. Il a les cheveux sombres et courts. Il porterait des vêtements de sport. Toute personne ayant des informations peut contacter l'hôtel de police de Grenoble. La dernière à avoir vu Malik, c'est Badra, sa mère, 73 ans. Malik vivait depuis quelques semaines chez elle, à Échirolles, après s'être séparé de sa petite amie. Badra, c'est une femme arrivée d'Algérie en France, à l'âge de 24 ans, mariée à un Français. Ils se sont installés pour le travail à Échirolles, donc près de Grenoble. Son mari est mort de maladie à 44 ans. Elle est restée debout pour leurs 3 enfants, 2 filles et un petit garçon, donc Malik, le petit dernier avec lequel elle avait une très grande proximité. Vivre avec mes enfants, et c'était ma force. Ah oui, ça je peux le dire. Au jour d'aujourd'hui, je peux le dire même, je l'ai toujours dit. C'est ma force, c'est ma locomotive. C'est sacré. Malik, c'est un gamin gentil, altruiste, aimant, affectueux. Badra ne se résout pas à la disparition inexpliquée de celui qu'elle appelle encore son petit garçon. Disparition il y a 12 ans. 12 ans d'une torture que la septuagénaire dit ne souhaiter à personne. Pour ne pas se laisser dévorer, Dalila, la grande sœur de Malik, a elle choisi l'action avec une énergie impressionnante pour retrouver son piou-piou. C'est ainsi qu'elle appelait son petit frère. Elle évoque toujours Malik au présent. Malik, c'est un grand et beau garçon. Il fait presque 1,90 m, il est costaud. Mais c'est un nounours en fait, c'est un gentil. C'est pas du tout un garçon bagarreur qui cherche les histoires. Il vit sa petite vie et tranquillou. Il est parti vivre 8 ans en Ardèche. Et suite à une rupture sentimentale, il est revenu ici à Échirolles près de nous. Il a déprimé, comme toute personne qui se sépare au bout de 8 ans. Mais les semaines, les mois ont passé. Puis finalement, il a repris des forces. Il s'est remis au sport. Au jour de sa disparition, franchement, il était en mode tip-top niveau corps. Et il s'est relevé, quoi. C'est reparti pour un dernier tour. Les Français choisissent leur président. Entre Sarkozy et Hollande, les bureaux de vote viennent d'ouvrir en métropole. Le dimanche matin, donc ma mère part travailler au bureau de vote parce que c'est le jour de l'élection présidentielle dont François Hollande a été élu, le 6 mai 2012. Et en fin de matinée, elle m'appelle parce qu'elle devait manger avec Malik. Et elle me dit, je suis rentrée, mais il est pas là. Il y a ses affaires posées sur la table, parce que Malik, il tenait à tout prix à aller voter. Et sur la table du salon, il y avait sa carte d'identité, sa carte d'électeur, sa clé de voiture et son portefeuille. Ici, là la table là-bas. Comme s'il avait tout préparé. Il partait faire son footing, et ensuite, il revenait, il prenait ses affaires, il se douchait, puis il allait voter, quoi, et faire sa vie. Et je lui dis, non, il n'est pas passé, donc il doit faire son sport, et il passera peut-être après, ou voilà. Et en fait, la journée passe, on se dit, il y a quand même un souci, quoi. Et moi, je me dis direct, où il court, c'est dans des bois, mais que c'est immense. Il peut y avoir un accident, il peut faire un malaise, je sais pas. Donc, et on se dit, on a besoin d'aide, vu que c'est dans une grande forêt. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va aller à la police de Grenoble. Donc, arrivé là-bas, je leur explique, je leur dis, voilà, mon frère, depuis ce matin, il est sorti, il a laissé toutes ses affaires à la maison. Je sais qu'il va courir toujours à la Frange Verte. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'est pas revenu. Nous, on est super inquiètes. Là-bas, c'est la nuit noire, la forêt. Ils me disent, il a quel âge ? Je leur dis, il a 32 ans. Limite, ils éclatent de rire derrière. Et ils me disent, il est majeur. Ils me disent, non, on peut rien faire, nous, pour vous. Faut attendre 48 heures. Allez, et puis commencer, dès qu'il fera jour, les recherches, quoi. J'ai appris par la suite que le délai de 48 heures n'existe dans aucun texte de loi. Ça s'appelle un délai de confort que les enquêteurs se laissent, des fois que la personne majeure décide de revenir d'elle-même. Sauf qu'il n'y a pas que des disparus volontaires, il y a aussi des disparitions inquiétantes. Et donc la nuit, elle se passe, honnêtement, personne ne dort.
On attend que le jour se lève, et puis après, on est allé dans l'immensité là-bas, avec ma sœur et des amis, et puis ma famille proche. Et puis on s'est mis à crier. Malik, les gens, j'avais sur mon téléphone sa photo, puis je montrais à ceux qui faisaient du vélo, les gens qui faisaient de la course, rien. Donc je rentre chez moi, j'appelle les urgences de l'hôpital et je leur explique, je leur dis vous avez pas admis quelqu'un ? Ils me disent non. J'appelle les urgences des cliniques alentours, ils me disent non, j'appelle même la morgue pour vous dire. On va même voir en bas, on se dit peut-être qu'il est sorti par la cave, peut-être qu'il est tombé dedans. Le lundi passe, on le trouve pas, le mardi on fait pareil, rebelote. On dort pas de la nuit, on cherche, on tourne un peu de partout, on demande aux gens, on va aux arrêts de tram, de bus, on essaye d'aller où il y a de la foule aussi pour demander. Il y a un magasin de moto là, en sortant du quartier de ma maman, et je vais les voir et je leur dis est-ce que vous pouvez me montrer vos vidéos parce que mon frère on le trouve plus depuis dimanche et peut-être qu'il est passé par là. Et ils me disent qu'eux ils peuvent pas et que c'est la police qui doit leur demander les vidéos pour pouvoir avoir accès. Donc on est mardi, donc ça fait 48 heures et je me dis on va retourner à l'hôtel de police. Mais on n'a pas pensé que 2 jours après la disparition de Malik, ça tombait le 8 mai. C'est un jour férié. Il n'y a personne pour nous recevoir. Il n'y a pas d'enquêteur. Donc on perd encore un jour. Donc on vient le mercredi matin. Un inspecteur nous reçoit quand même de la sûreté départementale. Et je lui dis, mais là ça fait quasiment 4 jours. On fait quoi nous ? Venez, mettez-moi des chiens à disposition. On a son linge sale, on a tout, on n'a rien touché. Au moins on saura dans quel sens il est parti. Parce qu'ici, c'est vaste, vous pouvez partir dans tous les côtés. Et il me dit quoi ? C'est un quartier sensible et si on ramène des chiens, ça risque de troubler l'ordre public. Je leur dis, mais ça risque de troubler quoi ? On cherche un humain, on vient pas chercher un bout de shit, là. Non, et puis de toute façon, on est en sous-effectif. Et puis honnêtement, personne va venir. Et honnêtement, personne n'est venu. Personne n'est jamais sorti de son bureau pour Malik. Personne. Et donc je leur dis, est-ce que vous pouvez demander les caméras de vidéosurveillance au magasin de moto ? Et il me dit oui, mais ça faut passer par le proc, et puis vu là, ça me paraît pas une disparition inquiétante. Je dis attendez, un garçon qui part comme ça, qui disparaît, qui a 32 ans, qui part faire un footing, ça vous paraît pas inquiétant ? C'est quoi qui est inquiétant pour vous ? Je comprends pas. Oui, mais peut-être que il a pété un câble, peut-être que... Et si c'était suicidé ? Et je lui dis pourquoi il se serait suicidé ? Il va bien. Il me dit oui, mais au fond de vous savez pas ce qu'il pense. Et après je me dis... Peut-être, c'est vrai que on sait pas, les gens ils peuvent être tout sourire et au fond d'eux, ils ont un mal et on voit pas. Il me dit peut-être qu'il s'est jeté dans l'Isère, dans le fleuve. C'est la solution de facilité quoi. Dalila et Badra retournent alors à la maison et, aidées par la 2e sœur du jeune homme, Karima, elles fouillent toutes les affaires de Malik, dans l'espoir de mettre la main sur le moindre élément d'explication, sur un petit mot d'adieu, même si elles peinent à croire qu'il se soit supprimé. Badra a retourné ensuite la chambre de son fils des dizaines de fois, à la recherche désespérée d'une lettre, d'un signe. Elle nous ouvre la porte de cette chambre quasi intacte depuis 12 ans. Je cherchais dans les vestes, je regardais les pantalons, les armoires, sous les lits, partout. Tout indice était important, mais rien. Il n'avait pas de problème d'argent, il avait sa petite voiture, son vélo, il était libre, indépendant. Sa voiture aussi, on l'a passée au peigne fin. Là, il y a ses affaires de toilette, j'ai pas touché, même si parfois ils y sont encore. Donc, sa brosse à dents, même, voilà. Comme il a laissé, comme c'est. J'ai rien jeté, j'ai rien donné. Ah non. Les gens, ils me disent, il faut faire ton deuil. Quel deuil ? Qu'est-ce que j'ai pour faire mon deuil ? Pour faire le deuil, il faut avoir quelque chose de concret. Donc là, il m'arrive de venir parler avec les chaussures, de les toucher, C'est beaucoup de douleur et c'est beaucoup d'impuissance aussi. Beaucoup d'impuissance. La vie continue, le monde tourne, le soleil se lève, mais ma peine à moi, elle était très grande et elle est grande jusqu'à présent. Tout le temps comme ça, il y avait des jours où j'avais pas du tout d'espoir, j'avais envie d'en finir. Et mes filles, elles étaient là, les pauvres. Il est où ? Il est où ? Il est vivant ? Ça lui ressemblait pas surtout à moi, il m'a toujours dit. Maman, je te laisserai jamais toute seule. Et je m'accroche. Mais bon, c'est trop dur. Nous prenons avec Dalila et Badra la direction du point haut de Grenoble, la Bastille. Devant nous, un panorama sur tout le secteur, les reliefs. Et puis, dans la vallée, on voit le Drac, cette rivière qui se jette dans l'Isère. Drac veut dire dragon,
Le cours d'eau est impétueux, imprévisible. Dalila regarde ce paysage, ces environs qu'elle a ratissés, comme Badra a ratissé la chambre et les affaires de Malik, en vain. Là, je vous montre la vue de la Bastille de Grenoble et son agglo, parce que c'est pour vous montrer aussi l'immensité, parce qu'on est entouré que de montagnes, de massifs. Et où voulez-vous que je cherche ? C'est tellement immense, c'est haut, c'est grand, c'est étendu, que pour moi, c'est impossible. Ce footing, il le faisait par ici, là-haut, c'est ça ? Exactement, il le faisait en face de nous, là-bas, il y a une colline qui s'appelle la Franche Verte, qui est sur au moins 6 communes différentes. Et c'est énorme, c'est impossible quoi de chercher quelqu'un là-dedans. Surtout sans enquêteur. Sans les moyens techniques aussi, sans les chiens. Moi, je ne peux rien faire. Il y a les drones qui existent, il y a plein de choses qui existent, mais on m'a mis aucun moyen à l'époque. Il y a l'Isère juste en bas, donc j'ai cherché tout le long des berges de l'Isère jusqu'au premier barrage qui est à Saint-Égrève, à 12 km d'Échirolles. J'ai cherché des deux côtés des berges. Là, en fait, on a le Drac qui rejoint l'Isère. On voit bien les deux cours d'eau, là. Voilà. On m'avait dit qu'on ne pouvait pas mettre des chiens à disposition dans le quartier parce que ça risquait de troubler l'ordre public. Des chiens renifleurs, c'est ça ? Des chiens, ouais, qui reniflent à partir des habits du disparu, ils peuvent remonter sa piste. Mais l'ordre public, il n'aurait pas été troublé parce qu'on cherchait une personne et puis c'est un garçon du quartier. C'est pas pour faire une descente de police, quoi. Et ces jeunes-là, dont la police avait peur qu'ils fassent un trouble à l'ordre public, c'est eux qui sont venus m'aider finalement. À l'hôtel de police, on m'avait dit que les gens, quand ils se suicident, ils enlèvent leurs chaussures. Et moi, j'étais persuadée que j'allais retrouver les baskets de Malik. Et j'ai cherché désespérément, des heures, des jours, et j'ai rien trouvé du tout. Il avait une paire de baskets blanches Adidas toutes neuves. On les a jamais retrouvées. Il y a les voies ferrées, il y a des ponts, et sous les ponts, il y a des abris qui servent de squat ou autre. Et ça, on les a fait avec ma famille, avec mes proches, parce que on voulait voir s'il n'était pas dedans. Dès que je voyais un pont, je voyais un local technique en dessous, quoi. Fallait que j'aille voir ce qu'il y a dedans. On a même fait les parkings souterrains, on a fait où il y a des caves, on a fait plein d'endroits. Depuis ce belvédère, Badra, la maman de Malik, regarde tous ces recoins, elle aussi. Des recoins qu'elle continue d'explorer en fait chaque semaine, chaque jour presque. Elle reconnaît que si elle s'est prise de passion pour la marche, malgré ses 73 ans, c'est précisément parce qu'elle n'a jamais depuis 12 ans renoncé à retrouver son fils. C'est plus fort qu'elle. Moi qui marche, on va dire, beaucoup ou pas assez, je cherche aussi à ma manière, je cherche mon fils. Donc des fois, je me surprends à regarder les gens qui sont sans domicile fixe, les gens qui errent. Je m'approche et je regarde de près, peut-être que. J'ai l'impression que je erre moi aussi. Je erre à la recherche de mon fils en fait. Je suis toujours en train de marcher. Tout Grenoble, je connais. Et même la Franche Verte, même là quand j'ai été à Lens-en-Vercors, je regardais le détail. Regarde bien entre les arbres, regarde partout. C'est sans fin. C'est un gros trou noir. On se lève avec, on dort avec. Et je vous assure, c'est une douleur indescriptible. Retour à Échirolles dans le salon familial. Badra et Dalila se souviennent des montagnes qu'elles ont soulevées, contactant l'Office national des forêts, les voies navigables de France, un détective privé aussi pour fouiller dans l'ordinateur de Malik, se sentant du début à la fin abandonné des enquêteurs. L'ONF, ils ont été franchement au top. Ils m'ont dit, on vous donne notre mail, vous allez nous envoyer la photo de Malik et on va le donner à tous les gardes qui tournent dans les forêts alentours, au cas où quoi. Et avec vos coordonnées et tout. Et ça, quand j'appelle la police, je leur ai dit voilà ce que j'ai fait, donc le fleuve, le barrage EDF, l'ONF, ils me disent ah c'est bien, je leur dis mais vous vous rendez compte, c'est votre travail, c'est à vous de le faire. Et c'est moi qui le fais. Et donc au début, tous les jours l'enquêteur il me répondait parce que je l'harcelais. Après c'était un jour sur deux, puis après c'était une fois par semaine. Après c'était une fois par mois, puis après c'était plus rien. Je suis restée face à un mur complet. J'ai même pensé, je me suis dit et s'il était parti à l'étranger. J'ai envoyé un mail, en fait, une fois, à toutes les ambassades et consulats de France partout dans le monde. Et je me suis fait engueuler par le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'ils ont appelé la police de Grenoble pour leur dire « Mais pourquoi elle fait ça ?» Ils m'ont appelé et ils m'ont dit « C'est pas à vous de le faire, c'est au service de police. Vous avez outrepassé la hiérarchie, ça se passe pas comme ça et tout. » Je leur ai dit « Mais écoutez, j'en ai rien à foutre de votre hiérarchie. Moi, mon frère a disparu, personne ne fait rien, je fais les choses. »
Donc après, la police m'a appelé, policier grenoblois, pour me dire oui, fallait pas faire ça, ça m'est retombé dessus. Je dis écoutez, vous faites pas le taf. Je le fais. C'est d'elle-même que Dalila et Badra ont aussi découvert qu'1 an et demi avant Malik, un autre garçon a disparu de manière inexpliquée à Échirolles, commune d'à peine 40 000 habitants. Nicolas Suppot avait 30 ans. La police n'a jamais envisagé réellement de lien entre les deux événements. Les deux familles, elles, se retrouvent régulièrement, partagent leurs chagrins, leurs frustrations, se racontent leurs recherches désespérées dans des zones parfois improbables. Toutes les deux, on allait, je sais pas, on était dans des endroits bizarres, on hurlait, à se casser la voix, comme dirait l'autre. Partout, on hurlait Malik, des endroits vraiment infréquentables même. 6 mois après sa disparition, il y a un voisin qui dit à ma mère qu'il a entendu un ami à lui dire que sur les Ramblas de Barcelone, il y avait un jeune qui pourrait être Malik, mais plus ou moins. Donc moi, j'appelle l'hôtel de police et je leur dis, je fais quoi ? Ils me disent, allez-y. On est parti. On est allé en Espagne. Et honnêtement, on a fait Barcelone, mais on n'a pas fait le Barcelone touristique. Et on a découvert la face cachée, en fait, de cette ville. On a cherché, on a rencontré beaucoup de Français, des gens qui vivent dehors avec leurs chiens, des sans-papiers, de tout. J'ai montré Malik à plein de gens, ils m'ont dit on l'a jamais vu. Vous savez, en 2018, quand la PJ grenobloise a repris le dossier, il y a un enquêteur qui m'a dit « Mais à vous toute seule, vous avez fait 90% de l'enquête. » Je lui ai dit « Levez-vous, laissez-moi taper le rapport et comme ça j'aurais fait 100%, c'est mieux. » Le fait qu'ils fassent rien, qu'ils mettent même pas un doigt de pied dehors pour mon frère, ça veut dire qu'en fait, c'est quoi la valeur d'une vie humaine pour eux ? D'un citoyen lambda, hein. Parce que oui, on n'est pas les enfants de je ne sais trop qui, on vient pas de Versailles, on est des gens simples, normaux. Et il faut être qui en fait pour qu'on nous recherche ? Il faut avoir combien sur son compte en banque pour qu'on fasse des recherches pour un être humain ? C'est ça le problème. Et moi je pensais que j'étais toute seule dans ma recherche de Malik, comme ça, à me dire les autorités font rien. Débrouille-toi et cherche toute seule. Et finalement, avec le temps, sur les réseaux, j'ai rencontré d'autres familles disparues de quasiment toute la France. Et là, quand on a dialogué ensemble, ces familles-là m'ont dit « Mais chez nous aussi, c'est pareil. C'est nous qui faisons nos enquêtes tout seuls, on nous laisse tout seuls. » Moi, je demandais à ce qu'il y ait une information judiciaire ouverte pour qu'il y ait plus de moyens. On me l'a toujours refusé. Tout a été perdu. Il y avait de la vidéosurveillance dans notre ville. Ça, ils ne l'ont même pas demandé. Dans les trams et les bus, il y a des caméras de vidéosurveillance. Ils l'ont pas demandé non plus. Les antennes relais de téléphone. Je me rappelle, je leur ai demandé de figer parce qu'il y en a une juste à côté ici. Ils m'ont dit oui, mais pour ça, il faut du matériel informatique. Je leur ai dit, je vous achète un disque dur si c'est que ça. Non, ils n'ont pas voulu. Tout ce qu'il faut faire quand il y a une disparition inquiétante, ils ne l'ont pas fait. En fait, pour eux, le caractère inquiétant, il n'existait pas jusqu'à qu'il y ait l'affaire Lelandais. Les suites de l'enquête dans l'affaire de la petite Maëlys en Isère, un homme mis en garde à vue, il était présent au mariage au moment de la disparition de la fillette de 9 ans. L'affaire Lelandais, d'abord appelée l'affaire Maëlys, du nom de cet enfant disparu lors d'une fête de mariage dans la nuit du 26 au 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Les enquêteurs ont très vite suspecté un des invités, arrivé en cours de soirée, un certain Nordal Lelandais. Rapidement, son nom apparaît dans un deuxième dossier, la disparition à Chambéry d'Arthur Noyer, un chasseur alpin de 23 ans. Des expertises téléphoniques ont montré que Lelandais et lui se sont déplacés ensemble la nuit où il s'est volatilisé. Décembre 2017, un promeneur retrouve le crâne du jeune militaire. Poussé dans ses derniers retranchements, Nordal Lelandais est à nouveau passé aux aveux. Il reconnaît les faits en quelques mots. C'est bien lui qui a tué Arthur Noyer, 23 ans. Maëlys, Arthur Noyer, 2 meurtres avoués face à l'accumulation de preuves. Et désormais, c'est toute la vie de Nordal Lelandais qui est passée au crible. Jusque-là, les sœurs et la mère de Malik Boudvillain n'avaient jamais envisagé vraiment la piste criminelle. Tout à coup, les enquêteurs la prennent au sérieux et s'interrogent. Lelandais ne pourrait-il pas être un tueur en série ? Janvier 2018, la cellule Ariane est créée. Des enquêteurs, depuis Pontoise, près de Paris, vont retracer toute la vie de Nordal Lelandais, son agenda des dernières années. Il faut s'assurer qu'il n'a pas pu être impliqué dans d'autres dossiers non élucidés. En fait, avant Lelandais,
Il n'y avait pas de Malik, finalement, ça n'existait pas. Et en décembre 2017, il y a le procureur de Chambéry qui fait une conférence de presse, quand justement ils annoncent qu'ils ont retrouvé le crâne du caporal Arthur Noyer. Et dans sa conférence, il demande à ce que toutes les disparitions inexpliquées, étranges, inquiétantes des régions alentours de Chambéry lui soient rapportées. Et là, j'appelle ma sœur, parce qu'elle regardait aussi chez elle la conférence, et je lui dis « T'as entendu ce qu'il a dit, le proc de Chambéry ?» Elle me dit « Oui », je lui dis « T'en penses quoi et tout pour Malik ?» On appelle l'hôtel de police et on demande à l'inspecteur de l'époque qu'est-ce qu'il en pense. Et l'officier de police, il lui dit « J'ai déjà transmis à Chambéry ». Et là, le choc. On se dit « Enfin !» Il nous croit, en fait, finalement. Dans la foulée, on écrit au procureur de Grenoble, procureur Coquillat. Pendant 5 ans, on lui a écrit. Pendant 5 ans, lui aussi, il était porté disparu. On n'a jamais eu aucune réponse de lui, de sa part. Et il nous répond. Et il nous dit qu'il est d'accord pour nous recevoir. Enfin. Eh bien, on est reçu dans la foulée. Donc, on va le voir. Mais moi, entre-temps, je suis contactée par un envoyé spécial. Et il tourne un reportage avec nous. Donc, je les ramène avec moi. Et là, coup de pression sur le proc. Et il nous reçoit toutes les trois. Donc, ma mère, moi et puis ma sœur Karima. Je lui dis, moi, il y a un truc que je comprendrai jamais. C'est que pour une barrette de shit, vous envoyez 3 chiens dans le quartier. Mais pour un être humain, vous envoyez rien du tout. Il a dégrafé sa cravate. Il était tellement mal. Il me dit, je suis désolée. Il s'est excusé publiquement de n'avoir rien fait, qu'il aurait dû nous recevoir à l'époque, faire les choses. Mais comme il m'a dit, avant, il n'y avait pas le Landais. Je lui ai dit, mais avant le Landais, il y en a eu d'autres des tueurs. Il n'y a pas que le Landais. Là, parce que il y a Maëlys, il y a une petite fille, il y a un militaire, c'est super médiatisé. Mais avant, pourquoi ne pas prendre en considération les gens ? Faut être qui pour que vous nous regardiez ? Faut être qui ? C'est à l'occasion de ce rendez-vous avec le procureur de Grenoble que Badra, Dalila et sa sœur ont aussi appris que depuis 2 ans, le dossier sur la disparition de Malik avait même été classé sans suite, sans que personne ne les ait jamais tenus informés. À l'issue du rendez-vous, Jean-Yves Coquillat accepte de répondre aux questions de l'émission Envoyé spécial sur France 2. Le magistrat, face caméra, est contrit. Vous regrettez de ne pas avoir reçu la famille de Malik Boudvillain il y a 5 ans et demi ? Oui, certainement. Je ne les ai pas reçus parce que pour moi l'affaire était, je l'indique, pas véritablement une disparition inquiétante. En tout cas, moi je la percevais pas comme ça, et j'étais pas le seul. Bon, après les avoir reçus, j'ai une perception qui est différente, oui. Et il est certain que si je les avais reçus à l'époque, les investigations que nous allons faire maintenant auraient été faites et auraient été sans doute plus faciles. Voilà, donc oui, je le reconnais. Le téléphone et l'ordinateur de Malik vont enfin être saisis 6 ans après les faits pour être analysés. La piste du suicide n'est plus la seule envisagée. À ce moment-là, Badra, Dalila et Karima, la 2e sœur du trentenaire disparu, font appel à un avocat pour la première fois. Maître Bernard Boulou, avocat grenoblois, se souvient. La famille n'avait pas été informée du classement sans suite, alors que la loi impose au procureur de la République de tenir la famille informée du classement sans suite. J'étais écœuré et j'avais honte en même temps de la justice que je suis censé incarner quelque part. Quand je vois que la justice n'a même pas été capable de faire les investigations élémentaires qu'il y avait à faire, et surtout, on a demandé à cette famille, qui était dans la souffrance, de se transformer en enquêteur. Maurice Cusson, qui est un criminologue canadien très connu, disait toujours « L'enquête a pour tyran le facteur temps ». Ça veut dire que plus le temps passe, plus les chances d'élucidation d'une enquête diminuent. Donc là, on leur a dit « Attendez 48 heures et au bout de 48 heures, vous revenez nous voir parce que la personne est majeure ». Mais c'est un mythe. Ça n'existe dans aucun texte. Au contraire, si ça existait, il faudrait vite abroger ce texte parce qu'il faut agir tout de suite. Les dossiers de disparition, ce ne sont pas des dossiers intéressants pour les enquêteurs et aussi pour les magistrats instructeurs. Pourquoi ? Parce que une personne qui a disparu, il n'y a pas de scène de crime. Toutes les portes sont ouvertes. Alors si c'est un bébé comme le petit Émile, il y a des portes qui sont fermées tout de suite, comme la fugue ou le suicide, on les referme tout de suite. Mais si c'est un adulte, un adolescent, où toutes les portes sont ouvertes, donc il faut refermer toutes les portes. Mais pour refermer toutes les portes, il faut mettre les moyens en personnel, il faut aussi avoir des équipes au sein de la gendarmerie ou de la police qui soient à même de connaître ce genre d'enquête à mener.
Badra, Dalila et sa sœur ont voulu croire à la piste Lelandais, mais après vérification, les enquêteurs ont évacué cette éventualité, ont refermé cette porte. Toutes les trois ont continué toutefois à s'intéresser à la possibilité d'un acte criminel. Le dossier Boutevillin a été rouvert par des enquêteurs experts des affaires non élucidées au sein de l'Office central pour la répression des violences aux personnes basé à Nanterre. Ils ont émis une dizaine de recommandations d'actes d'enquête à mener pour reprendre ce dossier si maltraité à l'origine. Maître Bernard Boulot. Il y a des investigations génétiques à faire. Donc maintenant, on sait qu'on peut remonter plus de 40 ans en arrière. Il y a d'autres investigations là que je tairai pour le secret de l'instruction parce qu'elles sont d'ampleur, mais on va les faire. Donc il y a encore de l'espoir. Pour moi, il y a de l'espoir. Malik a disparu d'une manière assez curieuse, louche, et il y a forcément quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'est pas parti se suicider. Et ça, on a des éléments dans le dossier qui nous permettent de dire qu'il n'était pas suicidaire. Ce que je loue, c'est la dignité de cette famille. Je crois que la justice, elle ne le sait pas encore forcément, mais elle a de la chance d'avoir une famille aussi digne qui respecte encore la justice malgré tout ce que la justice lui a fait. Quand Maître Boulou parle de tout ce que la justice a fait à cette famille, il pense notamment à ce que Dalila a vécu terriblement mal il y a 2 ans, cette lettre de la juge d'instruction qui songeait à prononcer un non-lieu malgré les recommandations des experts à Nanterre. Dalila a alors mobilisé encore de nouvelles ressources. Pour nous expliquer, elle nous emmène dans un tunnel non loin de chez sa mère. Alors on est sous le pont de la gare d'Échirolles. En 2022, j'ai reçu un courrier du tribunal qui me disait que la juge d'instruction pensait qu'il n'y avait plus d'investigation à faire pour Malik et voulait classer le dossier en non-lieu. Donc je me suis dit, hors de question. Et pour pas qu'il le classe, pour les 10 ans, je vais faire un coup d'éclat médiatique. Et j'ai demandé aux artistes du street art de Grenoble s'ils pouvaient me le faire. Et il y en a un qui s'appelle Will, plus connu sous Kilawan. Il était tellement touché, ému, qu'il m'a dit bien sûr que je vais te le faire, ton graphe. Et il est venu et pendant 2 jours, avec tout le matos, on a fait le graphe. Je voulais le regard de Malik. Et il y a des étoiles dans ses yeux. Et puis, comme je dis, Malik, maintenant, c'est sûrement mon étoile là-haut. Donc voilà pourquoi il y a des étoiles dans ses yeux. Et il y a un message écrit à côté. Voilà. Malik est porté disparu depuis le 6 mai 2012 à Échirolles. Sa famille est toujours à sa recherche. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où les autres, c'est vous. Et ensuite, on a inauguré le graphe le 6 mai 2022. Les 10 ans pile de la disparition de Malik. Et dans une interview, je leur ai dit, il y a la gare d'Échirolles juste là. Et le train, en fait, il s'arrête à la gare de Grenoble. Mais il y a le tribunal au niveau de la gare de Grenoble. Et je leur ai dit, j'espère que le message, il va porter jusqu'au tribunal. Et ça a marché. Ouais, ça a marché. Ça a marché, j'ai pas eu de non-lieu. Le dossier est toujours ouvert. Ne pas laisser refermer le dossier, ne pas sombrer dans le désespoir. Les mots d'ordre de Dalila, Karima et Badra. Badra, cette maman, avec ses yeux partout, qui chaque soir, quand elle rentre chez elle, veut croire encore un peu à l'impossible retour du fils tant aimé. Son fils parti avec son trousseau de clés. Tout est parti d'ici, en fait. Vous n'avez pas pensé à quitter cet appartement pour justement essayer, vous, de vous extraire de cette histoire, même si c'est impossible? Non, je ne peux pas. Il est hors de question que je le quitte. Peut-être les pieds devant, j'en sais rien, mais en tout cas, je le quitterai pas de mon plein gré. Ça, il est hors de question. En espérant et en attendant peut-être que Malik reviendra ou peut-être pas. De toute façon, depuis le temps, ma vie est devenue celle d'attente, en fait. Moi, ce que je veux, c'est retrouver Malik. Je sais que je le retrouverai pas... je retrouverai des ossements, faut dire ce qui est, parce que depuis 12 ans, il ne doit plus rester grand-chose. Mais moi, ce que je veux, c'est retrouver mon frère. Et qu'au moins, j'ai un endroit au moins où aller le voir, lui parler. Parce que moi, je parle aux étoiles le soir quand je promène mon chien. Que la disparition, ça vous torture tous les jours de votre vie. Moi, je suis devenue une parano. Je vous dis franchement, moi, mes enfants, ils ont la fonction localisée sur leur tel parce qu'il faut que je sache où ils sont. Ma grande, elle a 20 ans, j'ai sa fonction localisée parce que on sait jamais. Je me dis, un grand garçon d'1m90, il peut disparaître en pleine ville. Alors un enfant. Parce que quand il vous arrive ça, comment vous voulez faire confiance aux gens? Comment... C'est pas possible. C'était Cold Case, le combat des familles, un podcast original France Info.
Troisième épisode, la disparition de Malik Boudvillain quand une famille enquête, un récit de Mathilde Lemaire. Réalisation Vanessa Nadjar. Prise de son Christian Laondès. Rédaction en chef David Di Giacomo. Coordination Pauline Pénanec. Mixage Raphaël Rasson. Archives Pierre Pinault.